voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir de remercier Monsieur le Président de l'Académie africaine de la pratique du droit international pour cette invitation et surtout dire au Président honoraire de cette Académie, mon excellent confrère, l'honorable juge Blaise Dikaya, pour déjà son élection à la Cour africaine des droits de l'homme et surtout pour la substance de sa contribution lorsqu'il a présidé la Commission africaine du droit international. Je voudrais également, avec votre permission, Monsieur le Président, saluer Monsieur le Président de la Cour africaine des droits de l'homme, Monsieur le juge Ouré, pour la contribution de cette Cour, au vu surtout des dernières décisions qui viennent d'être rendues la semaine dernière à Tunis, dans l'affaire Al-Javan surtout. Il y a là, je pense, une expérience intéressante qui tente à prouver l'enracinement de la pratique juridictionnelle africaine en matière des droits de l'homme. Et nous pouvons qu'espérer que cette pratique juridictionnelle sera confortée et consolidée lorsque la section pénale internationale sera mise en place avec la ratification du protocole de Malawi. Je voudrais, Monsieur le Président, vous remercier également, représentant de la Cour pénale internationale. Mon propos s'articule sur, je dirais, un triple anniversaire pour comprendre l'ancrage de l'Afrique dans ce système de la justice pénale. Il y a d'abord l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a donc l'anniversaire, le 20e de la Cour pénale internationale, mais il y a également l'anniversaire du protocole de Ouagadougou de 98, créant la Cour africaine des droits de l'homme. Donc nous avons là deux institutions, une africaine, une internationale, puis le point de rencontre est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Car les deux juridictions œuvrent pour la même finalité, à savoir préserver la dignité humaine et spécifiquement sur le continent africain. La question objet de notre communication, à savoir on demande ériger la justice pénale internationale en Afrique, ne saurait être simplement une reprise du discours qui s'est enflammé ces 10 dernières années sur le rejet de la Cour, le présupposé rejet de la Cour pénale internationale par des dirigeants africains qui trouveraient finalement dans cette institution que tout le monde a célébré l'avènement une sorte de main visible d'un néocolonialisme judiciaire, d'une chasse aux sorcières, etc. Je pense plutôt que la Cour pénale internationale est une fille de la Renaissance africaine. Rappelons-nous que la Cour pénale internationale a été voulue par les États africains, qui, dans leur immense majorité, ont participé aux négociations de Rome et qui, très rapidement, ont ratifié le statut de Rome. Le Sénégal ayant été le premier État à manifester cette adhésion symbolique de l'Afrique à la justice pénale internationale. Ensuite, on a vu au fil du temps s'exprimer de diverses manières des idées qui tendaient à mettre en doute la capacité de la Cour pénale internationale à répondre aux attentes légitimes des Africains sur la réalisation de ces objectifs, à savoir préserver la paix par la justice fondée sur des règles objectives et âprement discutées à Rome, mais aujourd'hui consensuellement et universellement partagées. Au départ, l'Afrique a été
je dirais, le continent de la Cour pénale internationale. Parce que rappelons-nous que ce sont les États africains qui ont commencé à envoyer à la Cour pénale internationale des cas qui ont permis à celle-ci à engager son action judiciaire. Rappelons-nous que lorsque les États africains ont commencé à envoyer les cas à la Cour pénale internationale, ces gouvernements exprimaient donc la demande, le besoin de justice pénale internationale qui se manifeste et qui continue à se manifester d'ailleurs partout en Afrique. Puis on a vu les situations renvoyées par le Conseil de sécurité, la situation du Darfour, déjà tout le débat qu'il y a eu, juridique qu'il y a eu autour de la qualification de génocide ou non au niveau du Darfour. Mais on a vu également l'action du bureau du procureur dans la situation du Kenya, où le procureur a, comme c'est prévu par les statuts de Rome, pris l'initiative d'ouvrir, avec l'autorisation de la chambre préliminaire, des enquêtes sur la situation du Kenya, concernant notamment le président kényan et son vice-président. On a vu également le Conseil de sécurité se mobiliser dans le cas libyen, oubliant d'ailleurs que c'est celui-ci qui a autorisé l'action militaire contre la Libye qui a conduit dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et cela a suscité beaucoup d'inquiétudes pour les Africains, puisque par ailleurs, partout dans d'autres régions du monde, se manifestaient également des situations de grande criminalité dont on pouvait penser que le procureur aurait pu, compte tenu des moyens juridiques qui sont à sa disposition, à savoir sa capacité à se saisir de toutes les situations criminelles, même si les pouvoirs du procureur sont limités, puisqu'il ne peut agir que pour les États partis, seul le Conseil de sécurité a ce large pouvoir d'agir de façon universelle. Mais dans certaines situations, on se serait attendu que le procureur puisse au moins engager des examens préliminaires, quitte à ce que la chambre préliminaire puisse ne pas donner son accord pour la poursuite d'enquête. Or, dans beaucoup de situations, on a vu le bureau du procureur hésiter, malgré des informations dignes de foi qui étaient envoyées au bureau du procureur. On a vu des hésitations de la part du procureur. D'ailleurs, on constate toujours des hésitations, puisque même actuellement, les situations non africaines qui sont sous examen préliminaire, dans certains cas, durent depuis 3 ans. Lorsqu'on voit le dernier rapport du bureau du procureur qui fait le bilan des situations sous examen préliminaire, donc le rapport de décembre 2017, on voit que la plupart des situations non africaines, pour me résumer, ne sont pas toujours mûres. Après 2-3 ans d'examen préliminaire, la situation de la Géorgie, la situation de la Palestine, la situation du Royaume-Uni, etc., toutes ces situations sont toujours sous examen préliminaire. Je rappelle que la situation de la Grande-Bretagne date quand même de la guerre en Irak, c'est pas si jeune. Bref, il y a des hésitations. Il ne s'agit pas d'accabler le bureau du procureur, qui dispose de peu de moyens et qui a une tâche titanesque au regard déjà des situations qui sont en cours. Mais il y a quand même des hésitations, des doutes. Et surtout, on voit que dans les situations africaines, il y a un empressement, il y a une volonté, il y a des moyens qui sont disponibles. Parfois, on s'interroge. Vous comprendrez que ces interrogations peuvent conduire à des questions, à des remises en cause, pour se dire finalement, cette Cour, lorsqu'il s'agit des situations d'ailleurs, il y a peu d'empressement, il y a des hésitations, il y a des réflexions qui ne mûrissent toujours pas, mais lorsqu'il s'agit des situations africaines, l'on voit qu'il y a un vrai galop. Bref, c'est pour toutes ces raisons que les chefs d'État africains, alors on dira, certains ont qualifié de syndicats de dictateurs qui veulent se soustraire à la justice compte tenu des crimes
qu'ils auraient commis ou qu'ils auraient à commettre, je crois que c'est une vision un peu simpliste des choses. Je pense qu'il y a de la part de l'Afrique des inquiétudes légitimes. Il ne s'agit pas de se cacher pour dire, bon voilà, nous on tue, mais ne venez pas regarder. Mais il s'agit tout de même de s'interroger sur la portée de l'universalité de cette Cour. Surtout des positions venant des grandes puissances qui elles-mêmes ne veulent pas se soumettre à la juridiction de la Cour, qui dispose de droit de veto au Conseil de sécurité et qui, par voie de conséquence, sont pour de nombreuses années à l'abri des poursuites de la part de la Cour pénale internationale. Mais, une fois dit tout ceci, une fois soulevé ces interrogations et ces inquiétudes, il n'en reste pas moins qu'il y a une forte attente, une forte demande de la part des Africains par rapport à la Cour pénale internationale. Cette forte demande est d'abord l'expression des nombreuses victimes qui attendent que justice soit rendue, que justice soit faite. Des victimes des graves crises, des violations graves des droits de l'homme en Afrique, il ne faut pas se le cacher. Et qu'est-ce que l'on voit en face? Quelle est la réponse qui est apportée à toutes ces victimes? L'Union africaine a un discours politique, mais notre Union africaine a une cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont je salue d'ailleurs la présence du président dans la salle. Il y a donc une réponse à apporter. Il ne suffit pas de dire que la Cour pénale internationale est néocoloniale. Quelle est la réponse concrète que l'on peut apporter? La réponse concrète se trouve dans l'institution régionale, qui, dans sa vocation première, à savoir la protection des droits de l'homme, a besoin d'être consolidée et de disposer des moyens nécessaires pour pouvoir agir. Ensuite, il y a la section pénale. C'est vrai que l'on pourra débattre à l'infini de la disposition relative aux immunités prévues dans ce protocole de Malabo. Je sais que de nombreux auteurs en font le véritable obstacle à l'expression d'une justice pénale régionale africaine, ce dont je ne crois pas. Il est vrai qu'il est dit dans ce protocole de Malabo que les présidents en exercice et certains fonctionnaires ne feront pas l'objet de poursuites, etc. Je pense plutôt qu'il faut regarder cette disposition en se disant que à Malabo s'est exprimé avec un empressement des délégations, des chefs d'État, etc., qui ont cru trouver une forme de réponse, une forme de protection. Mais cette disposition immunitaire ne pourra pas faire l'enfant. Parce que je ne vois pas à quoi servirait cette section pénale si elle ne devrait pas juger les principaux auteurs des crimes internationaux prévus par cette instance. Si elle ne veut pas s'attaquer aux chefs d'État, si elle ne veut pas s'attaquer aux ministres, si elle ne veut pas s'attaquer aux hauts fonctionnaires, et dans le terme générique de hauts fonctionnaires, on peut y mettre tout le monde. Donc à quoi servirait-elle? C'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir plutôt à l'intérieur de l'Union africaine un autre débat sur la mise en œuvre de cette section pénale et une réflexion juridique approfondie sur la question immunitaire. Va-t-on maintenir dans le protocole de Malabo cette question immunitaire? Parce que cette question immunitaire fera que la relation avec la Cour pénale internationale sera une question conflictuelle. Je voudrais, pour terminer, Monsieur le Président, dire en conclusion qu'il y a une forte demande de la justice pénale internationale en Afrique. La question est que la Cour pénale internationale peut ne pas être le seul organe. Nous avons une Cour africaine qui pourrait être dotée des moyens pour pouvoir juger les criminels en Afrique. Maintenant, regardons avec le temps la volonté de l'Union africaine et des États africains de mettre en place cette section pénale et de lever cet obstacle que je viens d'indiquer, à savoir l'obstacle immunitaire qui pourrait empêcher la réalisation de cette justice pénale internationale. Je vous remercie.